Bonjour, on est présentement avec Camille qui travaille chez Mira. Pourriez-vous nous parler de vos débuts chez Mira? Moi, en fait, quand j'ai commencé ici chez Mira, je faisais un stage avec Stéphanie Fecteau, qui est psychoéducatrice, qui était ici avant. Fait que dans le fond, j'ai commencé mon stage ici à la Scola, un stage pour mon bac en psychoéducation. Puis par la suite, j'ai terminé mon stage et tout ça, puis j'ai été engagée. Fait que là, maintenant, je travaille à la Scola. Puis je continue comme ça. On voulait savoir pourquoi le Bouvier Bernois et le Labrador, ça a été les races choisies pour ce type d'entraînement-là. Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est vraiment côté personnalité. Dans le fond, après plusieurs années, on s'est rendu compte que il y a eu plusieurs tests aussi avec des chiens. Avant, il y avait des Golden, avant, il y avait des bergers allemands. Puis là, on s'est rendu compte que le Labrador puis le Bouvier Bernois, c'était vraiment des bons chiens pour faire un travail, comme par exemple être chien guide, chien pour mobilité réduite, puis des chiens d'assistance pour le programme TED. OK, puis aussi, vous avez croisé ces deux races de chiens-là. Oui. Pourquoi vous avez pris cette décision-là, dans le fond? Dans le fond, c'était pour compenser autant côté comportement que côté génétique, vraiment avoir le meilleur mélange, je peux dire, des deux. Fait que dans le fond, le mélange des deux, c'est le Labernois. Puis il y a aussi le Saint-Pierre, que c'est la 4e génération de Labernois. Puis ça, dans le fond, le Saint-Pierre, c'est au nom du fondateur Éric Saint-Pierre. Okay. Puis donc, c'est vraiment comme la race qu'on a créée à la Fondation pour vraiment, puis qui est vraiment considéré comme le chien de travail idéal comme race. Est-ce qu'il est pas mal populaire? Est-ce que c'est comme, elle vient de se créer, cette race-là, Saint-Pierre? C'est une bonne question. Je sais pas depuis combien de temps que le Saint-Pierre là, il existe. Là. Je peux dire qu'on l'appelle comme ça. Mais dans le fond, c'est les 4 races, je te dirais, on a pas mal de tout là, de ces 4 races-là. Dans le fond, le Labrador, le Bouvier Bernois, le Labernois puis le Saint-Pierre. On a un peu de tout de ceux-là. Fait qu'il n'y a pas vraiment un qui domine plus que l'autre dans la quantité, je peux dire, de chiens. Là. Des autres, pas mal, il y en a pas mal toutes qui sont... Pas mal de toutes, de ces races-là. Ouais. Est-ce que les clients en préfèrent une race ou sont toutes égales? Est-ce que des fois, ils demandent pour avoir une Ouais, race en Est-ce qu'ils ont des préférences, mettons? Oui, ça arrive qu'ils ont des préférences. C'est sûr que, comme par exemple, plus spécifiquement pour la Scola Mira, nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est les caractéristiques du chien qu'on va pairer avec les caractéristiques de l'enfant à qui qu'on va donner le chien. Fait que c'est sûr que c'est moins les caractéristiques physiques, par exemple le poil court, poil long, poil blond, poil noir, tout ça. Fait que c'est vraiment les caractéristiques, par exemple, si c'est un chien calme, si c'est un chien qui... par exemple, on a un enfant qui a besoin d'être stimulé. C'est un chien qui peut être intrusif, qui peut aller justement stimuler l'enfant, puis tout ça. Mais ça arrive que des fois, il y a des clients qui veulent un chien spécifique, puis là, on leur explique, puis habituellement, ils comprennent. Puis est-ce qu'il y en a, mettons, qui font l'entraînement, puis qu'on voit qu'ils vont ça leur convient pas. Ils vont pas être capables de devenir un chien Mira. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, ça l'arrive. C'est sûr que, comme, je sais pas si tu connaissais un peu le processus, les chiens vont en famille d'accueil pendant 1 an. Quand ils ont 1 an, ils reviennent ici, puis ils passent tous des tests, autant santé physique que santé mentale. Puis, si on se rend compte qu'ils ne passent pas ces tests-là, ils sont tout de suite déclassés, puis ils ne commencent pas l'entraînement. Okay. Puis après ça, s'ils passent ces tests-là, là, on commence l'entraînement selon le programme qu'on leur a donné, dans le fond, puis ils commencent l'entraînement du programme. Puis des fois, ça arrive en cours de route qu'on se rend compte que il y a un chien qui doit être déclassé durant l'entraînement. Ça l'arrive, mais c'est sûr que c'est vraiment quand il revient de la famille d'accueil que là, on élimine vraiment la majorité des chiens qui ne peuvent pas devenir des chiens de travail. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Dans ces cas-là, ces chiens-là peuvent retourner, par exemple, dans leur famille d'accueil. Puis des fois, il y a aussi une liste de personnes qui sont intéressées à avoir des chiens qui sont déclassés. Fait que là, il y a une liste pour ces chiens-là. Fait que dans le fond, on l'appelle ces personnes-là. Puis, dans le fond, c'est pas des chiens, mettons, qui sont en problème. C'est juste sont pas les standards sont pas assez... Ben comme, ils sont pas aptes à pouvoir devenir un chien Mira. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on a des critères vraiment très élevés. Puis, dans le fond, quand ils rencontrent pas ces critères-là, c'est ça, ils sont déclassés. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des chiens qui sont déclassés pour vraiment une raison très minime. Pour nous, pour nous, un chien de travail, ça ne pourra pas fonctionner. Mais comme chien de famille, ça va être un numéro 1. Là. Ouais. OK. Par rapport à ce cas-là, depuis quand ce nouveau programme-là, il existe? Le programme existe officiellement depuis 2010. Avant ça, la Scola n'existait pas vraiment, mais on a fait de la recherche
avec des familles qui ont un enfant qui avait un autisme ou quelque chose relié à ça. Puis on a fait des tests pour savoir si le chien pouvait être bénéfique pour ces enfants-là puis pour la famille. Quand ils ont réalisé que ça avait un impact positif et important, là, le programme il s'est officialisé en 2010 au nom de Scola Mira. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, ce programme-là est, je peux dire, public. Fait que dans le fond, c'est un programme qui est volontaire. Les familles qui sont intéressées à avoir un chien Mira pour aider leur enfant vont faire une demande, puis on fait tout le reste du processus pour ça. Puis dans le fond, c'est quoi Scola? Ça sert? Genre, c'est quoi... En quoi ça aide les enfants? C'est quoi le but de Scola? Dans le fond, en général, le programme, dans le fond, aide à améliorer le fonctionnement, améliorer la vie des familles et des enfants qui ont un trouble envahissant du développement, ou aussi maintenant ça s'appelle un trouble du spectre de l'autisme. C'est vraiment pour aider tout le fonctionnement qui, des fois, peut être vraiment perturbé. Puis, si on y va plus spécifiquement, là, ça dépend aussi de chaque enfant, qui ont chacun leurs difficultés et leurs besoins. Fait que dans le fond, le programme, quand le chien arrive à la maison, il peut autant aider pour le sommeil, aider pour les déplacements quand ils vont dans les endroits publics, aider à calmer l'enfant, diminuer son anxiété, l'aider à socialiser, avoir des interactions sociales avec les personnes, aider à la communication. Il y a vraiment beaucoup d'options, je peux dire, mais je dirais que ça, c'est pas mal les plus souvent nommés et dit, puis ce qu'on voit aussi comme amélioration. Est-ce qu'il y a beaucoup de chiens formés pour ce type d'entraînement? Pour le programme scolaire? Oui. Oui, dans le fond, depuis 2010 jusqu'à l'année passée, en 2013, on donnait à peu près 60 chiens par année. Puis là, vu que la demande est très, très, très élevée, on a engagé des nouveaux entraîneurs et il y a plus de chiens qui sont attribués dans notre programme, ce qui fait en sorte que cette année, par exemple, l'année prochaine, on prévoit attribuer 120 chiens par année. Fait qu'on double le nombre de chiens qu'on donne aux familles. Puis, c'est ça. Fait que c'est à peu près 120 chiens. Je sais que les dernières statistiques aussi, à ce jour, il y a à peu près presque 400 chiens de chiens au travail, donc des chiens qui sont chez les familles, qui sont pour des enfants qui ont un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Puis mettons pour juste les chiens pour aveugles, c'est combien qui en donnent combien par année, Mira? Les chiens guides, je sais que c'était beaucoup moins, je me rappelle pas des chiffres de eux, là, je me rappelle qu'il y avait notre programme, c'était à peu près 400 chiens qui sont présentement au travail. Après ça, c'était les chiens d'assistance pour mobilité réduite, donc sur un fauteuil roulant, qui ont des déficiences physiques. Puis après, c'était les chiens guides. Présentement, les chiens guides sont un peu en voie de disparition, si on peut dire, parce que la cécité et les personnes qui sont aveugles sont beaucoup plus rares qu'avant. Fait qu'on a moins à entraîner qu'avant aussi. Fait que c'est pas mal le programme le plus populaire en ce moment. La scolaire, oui. Pour les enfants autistes, oui. Utilisez-vous les mêmes races de chiens pour ce genre d'entraînement? Oui. Dans le fond, toutes les races peuvent aller dans tous nos programmes. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que dans le fond, tous les chiens, une fois qu'ils ont passé justement le test, tous les tests là, pour savoir si ça peut être un chien de travail ou pas, c'est que tous ces chiens-là sont universels. Fait que dans le fond, le chien qu'on peut commencer l'entraînement ici pourrait très bien faire la job pour un chien, pour être chien guide aussi. Fait que c'est des chiens qui sont, c'est ça, universels. C'est sûr que nous, on a plus souvent des chiens qui sont plus petits, vu qu'on a des enfants, puis tout ça. Mais sinon, c'est toutes les sortes de races de chiens, on peut les avoir. C'est genre les mêmes critères pour toutes les sortes de chiens guides? Oui, c'est ça. Quand ils passent les tests, c'est tous les mêmes critères, peu importe le programme dans lequel il va aller. Puis, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez une race de chien préférée pour cet entraînement-là aussi? Moi, personnellement? Oui. Moi, j'aime bien le labernois. Fait que, oui, c'est ça. Dans le fond, depuis que je suis ici, ceux que je suis tombée le plus en amour, c'est les labernois. Est-ce qu'il y a une différence entre les labernois et les Saint-Pierre, comme physique ou psychologique? Physique, oui, il y a une différence. Physiquement, les labernois ressemblent à des labradors, alors que les Saint-Pierre ressemblent plus à du bouvier bernois. Fait que, par exemple, le labernois, la différence, pour les distinguer avec du labrador, c'est que physiquement, il ressemble à un labrador, poil court, mi-long, puis habituellement, il est noir, puis il y a juste une tache blanche sur le poitrail, alors que le labrador, lui, en a pas. Puis même chose, le Saint-Pierre, lui, c'est un chien qui est à poil long, noir et blanc.
Dans le fond, il est tout noir, puis le blanc passe entre les yeux, qui descend jusque sur le poitrail. Des fois, les pattes aussi peuvent être blanches. Puis la différence avec le bouvier bernois, c'est qu'il n'y a pas de caramel. Ah, Fait que ça, c'est comme des distinctions faciles à voir. Puis est-ce que vous êtes satisfait des résultats de ce programme-là jusqu'à maintenant? Ah ben oui. Oui, je suis vraiment contente. Pour vrai, des fois, on a des témoignages, on a du monde qui nous raconte juste des petites anecdotes. Puis pour vrai, il y a des familles qui en reviennent pas à quel point que leur enfant change du jour au lendemain que le chien est arrivé. Puis il y a vraiment des nettes améliorations, ça va beaucoup mieux dans la famille, ses comportements, tout ça. Il y a vraiment des beaux progrès qui se fait avec le chien. Puis est-ce que, mettons, quand le programme scolaire venait de sortir, est-ce que ça a tout de suite été populaire ou ça a pris du temps pour que le monde le sache puis que ça... Je suis attirée par ce programme-là. Ouais. Je dirais, j'étais pas là au début, mettons en 2010, moi j'étais pas là, mais je dirais que le programme a été assez populaire rapidement. Je dirais qu'on reçoit beaucoup de demandes, là, justement, pour le programme. OK. Parce qu'il y a-tu des publicités ou quelque chose de même pour faire la promotion de ce nouveau programme-là? Ben là, on a la publicité plus côté fondation. Sur le site, puis tout ça, on en parle du programme. L'année passée, il y a eu une conférence de presse qui est passée à la télévision, puis tout ça. Fait qu'il y a eu une petite publicité là, puis là, justement, il y a eu beaucoup de personnes qui sont devenues au courant, qui ont fait des demandes, justement. Sinon, je suis pas au courant vraiment de... Il y a la page Facebook de la Fondation Mira qui font de la publicité par rapport au programme TED aussi. C'est pas mal ça que je connais là, de publicité. Là. Si c'est pas mal, est-ce que c'est populaire sur les réseaux sociaux? Est-ce que il y a pas mal de monde qui vont sur les réseaux sociaux qui vont voir la page Mira? S'il y a beaucoup de personnes qui y vont, oui, il y a beaucoup de monde qui le like, là, Ouais. qui aime la page. Là. Mais c'est ça, je sais pas à quel point que le monde sont au courant en aimant la page de la Fondation Mira, mais je suis pas mal sûre que ça marche. Oui, je suis pas mal sûre que ça marche. On en parle, fait que sur la page. Mais en quoi ça aide les parents d'avoir que leurs enfants aient un chien d'assistance? Pour les parents, ça change beaucoup, ça aussi, pas juste pour les enfants, c'est vrai. Pour les parents, c'est beaucoup une diminution de stress. Ça, c'est justement un des résultats de recherche qu'on a passé en 2003-2010. Là. Les parents d'enfants qui ont un autisme sont extrêmement stressés. On a fait des mesures physiologiques, puis tout ça, puis ils sont vraiment à un niveau très élevé de stress. Puis quand le chien rentre dans la famille, puis que ça l'aide, il y a un impact positif auprès de l'enfant, le stress diminue des parents. Puis ça l'aide aussi juste faire des sorties normales, par exemple, aller au centre d'achat, aller à l'épicerie. Il y a des enfants pour qui c'est vraiment difficile, puis avec le chien, ça devient quasiment automatique, il n'y a plus de problème. Fait que les parents, ils peuvent sortir avec leur enfant à l'aide du chien, puis ça se passe super bien après ça, les sorties. Ils n'ont plus de problème, ils n'ont plus de crise, ils n'ont plus d'opposition de leur enfant, puis tout ça. C'est quoi le genre d'entraînement pour qu'un chien devienne un chien d'assistance? Comment ça va... C'est quoi ce qu'il va apprendre pour que ça l'aide l'enfant? Dans le fond, nous autres, évidemment, ils ont l'entraînement de base, fait que toutes les commandes de base, assis, couche, reste. Les chiens apprennent aussi à jouer. Puis ils sont entraînés sur la façon qu'ils peuvent jouer, je peux dire. Là. Ces chiens-là apprennent comment être au pied de son maître. Fait comme ça, ils ne tirent pas après la laisse. Puis ça l'aide beaucoup justement pour les sorties. Là. Puis c'est vraiment un chien qui est capable aussi de se faire manipuler physiquement. On fait de la mise en disponibilité avec le chien. C'est un peu comme des massages vraiment profonds avec le chien, du yoga un peu pour le chien, qui se rend disponible à son maître, dans le fond, qui le manipule. Fait que tu peux faire tu peux le bouger n'importe comment, ton chien, puis il va s'abandonner à toi. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même important parce que les enfants vont des fois rechercher beaucoup le contact avec leur chien. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils tolèrent aussi, le contact, puis tout ça, avec les enfants. Quoi d'autre? Leur entraînement spécifique. C'est quoi qui fait que c'est leur spécialité de s'occuper des enfants autistes ou problèmes? Je dirais que c'est beaucoup la mise en disponibilité, le fait de pouvoir être manipulé, puis tout ça, puis de... C'est sûr que c'est le programme aussi que c'est le moins complexe
pour l'entraînement du chien, là, comme par exemple comparer un chien guide qui doit guider et vraiment être les yeux du maître, c'est beaucoup plus compliqué que notre programme. Mais ça reste que nos chiens, ils ont un niveau d'activité qui est plus ferme que des chiens, par exemple, qui sont pas... Dans le fond, les chiens qui ont passé les tests ont un niveau d'activité qui est faible. Donc, nos locaux d'évaluation se passent principalement ici. Dans le fond, c'est une salle où est-ce qu'on enferme la famille. On peut dire. On les évalue ici. Puis dans le fond, nous autres, on est de l'autre côté, il y a un miroir sans teint. Puis on observe de l'autre côté, dans le fond, les familles, quand ils ont le chien, puis tout ça. Puis habituellement, il y a des jeux, tout ça, qui sont là pour le début de l'évaluation. Parce que vous leur dites quoi faire ou font juste ce qu'ils veulent? Bien, il y a des jeux qui sont là. Fait habituellement, le premier 20 minutes, on leur dit il y a des jeux qui sont là, vous pouvez les utiliser, puis sinon, je jase entre vous autres. C'est un 20 minutes pour s'acclimater à la pièce. Puis après ça, on rentre le chien, puis après ça, on observe ça, là, les comportements de l'enfant, de la famille, puis on regarde ça. Par rapport au chien, là, mettons? Oui, c'est ça. Ben, en fait, on regarde l'enfant, comment il agit avec le chien. Est-ce qu'il va le flatter? Est-ce qu'il rit? Il dit des mots qui sont positifs envers le chien. Fait que, par exemple, « Ah, elle est vraiment belle, hein? Elle est drôle, elle me chatouille! » tout ça. Fait que ça, c'est positif. Des fois, ça arrive qu'il y a des enfants qui vont dire « Ben, est-ce qu'on peut sortir? Je veux retourner à l'auto. » Fait que des fois, ça l'arrive. Oui, ça l'arrive des fois. OK. Pas souvent. On a plus souvent du positif que du négatif. Ouais. Parce qu'il y a des enfants jeunes, des fois. Oui, on en a des enfants jeunes. Vite comme ça, je dirais les plus jeunes qu'on a déjà évalués, c'est peut-être un 2 ans, 2 ans et demi. Des petits-enfants, oui. Et les plus vieux, c'est environ quel âge? Les plus vieux, moi, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai entendu qu'il y avait, par exemple, un gars qui était autiste qui avait 30 ans. Qui venait pour évaluer pour un chien. Il y en a des fois qui ont justement une vingtaine d'années, des ados comme vous, là, dans le fond. Je ne sais pas quel âge vous l'avez, je veux dire. Des ados, il y a des enfants. On a plus souvent des enfants, par exemple. Ah ouais, ça doit. Parce que c'est aussi c'est tout récent aussi un peu la mode là, du trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont faits dans la dernière décennie, comparé à avant que c'était beaucoup des cas sévères. Puis que c'est des cas sévères qu'on diagnostiquait. OK. Fait que... Ça, on va les mains, on les change souvent. Bien, les mères, on a des... Même chose comme ça, on a des chiens de travail qui vont faire le travail. Les mères ici, c'est des mères reproductrices. Fait que leur job à eux, c'est de faire de la reproduction. Allô? On viendra pas déranger tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que la réception est ici. De ce côté-là, c'est la santé animale. De ce côté-ci, c'est les chiots. Pour l'instant, on ne va pas Est-ce que c'est quand même dans le fond? Oui, ça, mais dans le fond, ici, c'est un corridor. Puis sur les côtés, c'est vitré. Puis c'est les enclos de chiots. Fait que c'est ça. On ne va pas à la santé animale, mais c'est ça. Il y a le vétérinaire, il y a des techniciens en santé animale. Puis là, on fait les opérations, on a de l'équipement, puis tout ça. Puis pour s'assurer qu'il y a une très bonne santé. Ça arrive-tu des fois que les chiens aient des gros problèmes de santé? Oui, ça l'arrive, mais à ce moment-là, c'est pas des chiens de travail. OK. Absolument. C'est l'endroit où est-ce que les chiens en entraînement restent. Puis c'est aussi le lieu de travail pour les entraîneurs pour entraîner les chiens. On a adapté l'environnement pour l'entraînement du chien. Donc ici, le Centre Caniba, c'est l'hébergement pour les personnes qui ont une mobilité réduite. Dans le fond, les personnes qui viennent faire les formations. Quand ça a été construit, c'était vraiment pour les personnes en fauteuil roulant, puis les déficiences physiques. Combien de temps ils sont ici en formation, les familles? Notre programme à nous, c'est le moins long parce que justement, comme j'ai un peu, c'est l'entraînement le moins compliqué et tout ça. Puis c'est un 7 jours que les familles restent ici. Avec l'enfant? L'enfant ne vient pas d'habitude. OK. Ouais. C'est les parents qui s'habituent. C'est les parents qui viennent ici. Oui, c'est ça. Ils viennent faire justement tester, évaluer, puis savoir si ça va donner des chiens de travail. Fait que c'est là qu'ils restent. Mais avant ça, c'était le premier chenil de la Fondation Mira. C'était le premier. Ils ont à peu près 1 an. Ils ont à peu près 1 an. Ils
rester en attendant qu'il passe les tests. Là. Ouais, on est juste là. Ouais. Oui, ça devrait être en Labernois. Les 3 autres, c'est du... Celui avec le poids court, c'est soit un Saint-Pierre, soit un Labernois. Ouais, c'est pas mal. Ils sont pas mal. Ouais, ça c'est du Labernois, puis les autres, ça doit être du. Ouais. Je sais jamais. Ce sont. Comme par exemple le gros là-bas, ça c'est un Saint-Pierre. Ah, c'est gros. Ça c'est un Ben lui, il Saint-Pierre. est très grand aussi. Ok. Il est très grand. Mais Puis les c'est à poudriers en côté. soi, c'est des gros chiens. Oui, aussi. C'est ça. Ah non, il est très gros, lui. Fait que dans le fond, pour terminer, ici, c'est l'hébergement pour chiens guides. Donc, c'est ici où est-ce que les personnes qui sont aveugles sont hébergées puis qui restent pour le 1 mois d'entraînement. En fait, pour le 1 mois de formation. Anciennement, c'était la maison de Éric Saint-Pierre au tout début. Puis, dans le fond, avec les années, bon, c'est devenu l'hébergement. Puis, évidemment, on l'a agrandi, on l'a modifié pour que ça devienne un endroit de travail puis d'hébergement pour les personnes aveugles. Donc, c'est ça. Puis là, vous voyez ici, dans le fond, le carré en ciment, là, c'est un carré à besoin qu'on appelle. Dans le fond, nos chiens de travail sont entraînés pour faire leurs besoins sur du solide, donc de l'asphalte, et non sur le gazon. Puis ça, c'est un des carrés à besoin où est-ce qu'on va les apporter aux besoins. Pourquoi c'est mieux de faire sur l'asphalte que sur le gazon? C'est simplement une question, par exemple, qui était à Montréal, puis que C'est facile à ramasser. c'est facile à ramasser, puis par exemple, à Montréal, il n'y a pas nécessairement du gazon proche, puis, puis par exemple, tu rentres dans les bâtisses, tout ça, il n'y a pas nécessairement du gazon à côté. Fait que c'est simplement une question de... Ben, il y a le côté, probablement, que ça se ramasse mieux, puis par exemple, tu sais, bon, du pipi de chien sur le gazon, ça devient jaune, puis tout ça, fait que c'est aussi une question, c'est ça, de pouvoir le faire un peu n'importe où, là, les besoins, quand il faut. Ok. C'est ça, comme par exemple Montréal, que t'es pas proche d'un espace gazonné, ben Ouais, faut que tu demandes à ton chien d'aller au besoin avant de rentrer dans le centre d'achat, ben ça va se faire là, puis... Ça se demande? Oui. Ah ouais? Oui, ça se demande au chien d'aller au besoin. Ah! Ouais. Mon Dieu. Ça aussi, des fois, ça fait partie un peu de l'entraînement du chien, là. Ok. Ouais.